C'est parti. Donc, bonjour à toutes et toutes et merci de nous retrouver pour ce nouveau déjeuner de Véto-Entraide sur le thème du sexisme en école vétérinaire. Alors finalement, pourquoi s'intéresser au sexisme? Parce que moi, j'ai beaucoup entendu et beaucoup lu sur les groupes. Ah, mais la profession vétérinaire n'est pas une profession sexiste. La preuve, il y a 80% de filles dans les écoles. Et puis, la preuve, il y a la convention collective, donc il n'y a pas d'inégalité de salaire. Et pourtant, malgré ça, on voit sur l'observatoire au niveau de l'ordre des vétérinaires que les femmes libérales gagnent moins que les hommes libéraux. On voit aussi que, et c'était le Filvet qui avait publié ça il n'y a pas très longtemps, suite à une étude du SNVL, qu'il y a 12% de différence de salaire entre les femmes et les hommes vétérinaires salariés. Alors pourquoi? Voilà, s'il y a 6 inégalités, c'est qu'il y a certainement du sexisme. Où est-ce qu'il se traque? Et peut-être que de commencer par ce qui se passe dans les écoles vétérinaires, c'est un bon début pour en parler. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on reçoit Margot Courtois, qui a soutenu sa thèse sur ce thème au printemps dernier et qui va donc nous parler du sexisme en école vétérinaire. Elle exerce actuellement donc dans les Landes en canine et je vais donc lui laisser la parole. À toi Margot, merci. Alors, du coup, déjà, je vais peut-être partager mon écran. Comme ça, on sera bien. Tac. Hop. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui. Bon. C'est très bien. Alors, bon, du coup, bonjour. Bonne rentrée déjà à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Margot Courtois. Je suis diplômée de l'école d'Oniris, donc de Nantes, promo 2022. Et j'exerce maintenant en tant que praticienne, donc comme l'a dit Laurence, dans les Landes. J'ai passé ma thèse en mai 2023. Thèse que je vais essayer de vous présenter et de vous résumer aujourd'hui. Et donc le sujet de ma thèse, c'est donc le sexisme, mais plus précisément le sexisme en école vétérinaire française, historique, état des lieux et ressenti des étudiantes. Donc de manière assez classique, hein, je vais commencer par présenter le contexte dans lequel ce sujet s'inscrit, en abordant notamment les sujets de la féminisation, mais aussi du sexisme dans la profession et également du bien-être vétérinaire. Ensuite, j'aborderai donc les objectifs de l'étude, suivi par la description du matériel et des méthodes de mon étude. Et ensuite viendront donc les tant attendus résultats et les discussions qu'ils ont engendrées, pour finir par la conclusion, les perspectives et ensuite nos différents échanges. Euh, donc je commencerai en partant d'un constat. Il y a 76% d'étudiantes et de femmes en école vétérinaire française, soit une écrasante majorité donc d'étudiantes. Et comme nous pouvons le voir sur ce graphique, ce chiffre est la résultante d'une féminisation massive et rapide de la profession qui amène à l'inversion du sexe ratio donc aux alentours des années 1990. La féminisation en elle-même a déjà fait l'objet de nombreuses études, articles, thèses. En bref, ça a déjà beaucoup fait parler. Contente de l'expliquer, ou qu'on lui attribue des conséquences fâcheuses, comme beaucoup de mots de la profession d'ailleurs. Moi, je la présenterai de manière assez simple, en essayant de l'expliquer sous plutôt un prisme social, car en effet, cette féminisation peut s'expliquer rétrospectivement de plusieurs façons. Et en effet, on ne peut pas comprendre cette féminisation sans l'étudier au travers du prisme des grandes évolutions sociétales du XXe siècle. C'est cette étude-là qui a représenté la plus grosse partie de mon travail bibliographique, c'est-à-dire mettre en relation les gros changements sociétaux, les luttes féministes, les mutations d'opinion publique concernant les femmes, avec l'arrivée des femmes en école. Parce que ce qui a permis l'entrée des femmes sur le banc des écoles, ce sont l'obtention de droits pour les femmes, donc de droits civiques, mais aussi civils, comme le droit au travail, un accès à l'éducation progressif, mais également la libération du corps des femmes qui prend place à cette époque-là et qui participera activement et également à changer l'image et la place des femmes dans la société. Il convient de rappeler, c'est assez important, qu'en amont de ces législations, c'est parfois des décennies
et souvent d'ailleurs des décennies de lutte et de travail en amont de la part de collectifs féministes. Ces luttes féministes, on les organise communément dans l'histoire en plusieurs vagues, donc 3 vagues féministes. Donc la première du 19e siècle aux années 60, ça va être la période donc, des premières associations, des premières revues féministes. En bref, c'est les premières expressions et organisations de lutte féministe, avec en premier lieu et en premier objectif l'obtention des droits politiques. La deuxième vague, elle, mettra en son centre la libération, donc, comme je parlais tout à l'heure, du corps des femmes, sous la grande impulsion donc, de Simone de Beauvoir. Ça va être donc les avortements clandestins, puis le droit à l'avortement, mais également l'accès à la contraception, le célèbre mouvement de libération des femmes, tout cela drivé par une volonté profonde de changer la situation et la vision des femmes dans la société. C'est d'ailleurs durant ce laps de temps-là que l'admission des femmes en école vétérinaire augmente significativement. La troisième vague, elle, débute à partir des années 90, et on serait encore en plein dedans, et se caractériserait par toutes les discussions, notamment autour de la sexualité, du genre et de leur pluralité, mais également d'autres sujets comme la parité, notamment en politique, et toutes les questions de harcèlement, et bien plus récemment, de violences sexistes et sexuelles. Donc voilà, ça c'était pour un peu un petit résumé historique sur les luttes féministes. Mais ces grandes mutations sociétales du XXe siècle touchent également bien sûr la profession vétérinaire en tant que telle. Car en effet, le XXe siècle voit aussi augmenter considérablement son nombre d'animaux de compagnie, ainsi que la législation sur le bien-être animal, ce qui va conditionner une augmentation massive de la demande en matière de soins pour ces animaux-là. En effet, le XIXe siècle, c'est le siècle du repli dans la sphère privée. Et c'est ce phénomène qui aurait favorisé la rentrée des animaux de la rue, donc voilà, dans les foyers, donc en tant qu'animaux de compagnie. Les animaux errants, qui sont eux synonymes de vermine, disparaissent peu à peu avec une politique d'assainissement des villes, tandis que les autres rentrent dans les foyers et deviennent donc des animaux de compagnie. C'est comme ça qu'on passe de 200 vétérinaires canins en 1951 à 2500 en 1996. Et en parallèle de ça, le paysage agricole se modifie, les productions animales tendent à s'intensifier. Les vétérinaires ont des rôles qui vont se diversifier avec des postes dans le conseil, la zootechnie, mais également des postes dans la fonction publique, dans la recherche, etc. Enfin, les progrès techniques sont nombreux, les techniques de contention s'améliorent, le métier se modernise en chirurgie, en matériel, etc. C'est autant de facteurs en fait pouvant apporter des points d'explication à la féminisation massive des écoles vétérinaires. Alors, en parallèle de ça, la question du sexisme est maintenant de plus en plus abordée et étudiée, avec notamment donc, les rapports du Haut Conseil chargé à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui publie donc des rapports sur le sexisme en France annuellement, et ce depuis 2019. Le dernier, donc sorti en 2023, reste alarmant et enfin, témoigne plutôt d'une hausse du sexisme en France, et notamment dans le monde du travail. Donc 46% des femmes déclarent le milieu de travail comme un lieu où elles subissent le plus de sexisme. Donc ça c'est le milieu du travail, mais le milieu des formations sont également inspectés de plus en plus près depuis quelques années, avec en premier lieu le scandale qu'avait fait le média Mediapart sur les dessous des écoles de commerce parisiennes et les déviances qui peuvent s'y passer en vase clos. Donc il y a plusieurs chiffres, notamment du dernier rapport au Conseil à l'égalité. Donc 41% des femmes âgées de 15 à 24 ans vivraient des situations inégalitaires à l'école ou dans leurs études. Et une étudiante sur 10 serait victime d'agressions sexuelles et une étudiante sur 20 serait victime de viol pendant les études supérieures. Donc c'est des chiffres alarmants qui nous font nous poser la question aussi, qu'en est-il du milieu de formation vétérinaire qui lui aussi évolue finalement dans l'intimité de son mode de recrutement et le nombre réduit d'écoles effectivement, mais aussi bien connu pour ses traditions. Alors, et en parallèle, et pour revenir sur le cas de la profession vétérinaire, on peut effectuer un autre constat, qui est que la profession vétérinaire est en souffrance.
le manque de vétérinaires, couplé avec l'obligation de la permanence et continuité de soins, pose une pression indéniable sur les vétérinaires restants et restantes. Bon, c'est à la fois la cause et la conséquence d'un abandon marqué de la profession par la jeunesse notamment. Bon, c'est plus complexe que ça et c'est multifactoriel, mais en tout cas, on peut voir ici avec les chiffres qu'on a autant de départs pour les tranches d'âge correspondant à un départ à la retraite que pour les étudiants et étudiantes sortantes, donc 20-29 ans. On peut également parler du burn-out et du suicide chez les vétérinaires qui sont malheureusement bien connus. Et la profession aurait 2 à 3 fois plus de risques de suicide que la population générale et 2 fois plus qu'en santé humaine. D'ailleurs, la féminisation a souvent été pointée du doigt comme étant une des causes, en tout cas, de la souffrance de la profession, ce qui est déjà un problème en soi hein, pour les jeunes femmes arrivant en école ou dans le milieu professionnel, car sans en être la cause, les femmes souffrent effectivement dans la profession comme tout le monde, et d'après une étude réalisée par le docteur Truchot avec Veto Entraide, en 2020, elles souffrent plus à la fois donc de burn-out et de la quasi-totalité des facteurs de stress identifiés dans l'étude. Elles ont également plus tendance à avoir moins confiance en elles et en leurs capacités. Alors, le sexisme ressenti n'a pas été étudié en tant que tel dans cette étude, euh, en tant que facteur de stress, je voulais dire, pardon, dans cette étude, mais le sujet commence à être de plus en plus abordé, donc bon, déjà notamment avec cette étude-là que je vais vous présenter, mais également dans la presse, avec, je citerai notamment un article paru, je crois, une semaine avant ma soutenance de thèse dans Le Monde Campus, qui titrait «Dans les écoles vétérinaires, l'héritage patriarcal pèse sur les jeunes femmes». Alors l'article était relativement court, mais il appelait à la nécessité d'une réflexion sociale de cette féminisation et posait la question: que se passe-t-il lorsqu'une profession régie par des normes masculines se féminise? Alors la féminisation de la profession, elle est en place, hein, elle est indéniable et elle s'inscrit dans le temps. On ne fera plus marche arrière à ce stade-là. Ce constat étant fait, il s'agit dorénavant de s'adapter aux nouvelles réalités du métier, c'est-à-dire de faire coïncider la hausse de l'exigence de la demande des propriétaires, hein, des propriétaires ou des éleveurs bien sûr, éleveuses, avec la volonté croissante des vétérinaires de ménager leur santé mentale. Donc le bien-être des vétérinaires devient un enjeu essentiel pour la pérennité de la profession. Et avec 57% de femmes inscrites à l'ordre et 76% d'étudiantes en école vétérinaire, il convient de commencer sérieusement à réfléchir à ce bien-être au féminin. C'est donc dans ce contexte qu'a émergé l'idée de faire un état des lieux du sexisme en école vétérinaire, ainsi et surtout d'ailleurs de créer un espace de parole pour les étudiantes, afin d'espérer pouvoir tirer des conclusions quantitatives, mais également de recueillir des témoignages tout aussi essentiels pour dresser un tableau complet de la situation. Donc les principaux objectifs de l'étude étaient donc d'identifier la présence de sexisme et sous quelle forme il agit, pardon, et de déterminer si ce sexisme prend place au sein de la vie étudiante et ou de la vie scolaire. Alors là, je m'explique parce que c'est pas forcément évident. J'avais défini la vie étudiante comme l'ensemble des relations entre étudiants et étudiantes en dehors des cours, par exemple au cours de la vie festive ou associative avec les clubs de l'école, tandis que la vie scolaire, elle, faisait référence à tout ce qui se passe au sein de la formation stricte, par exemple les relations avec le personnel enseignant, mais également par exemple les clients ou clientes de l'hôpital, par exemple. Ensuite, et c'était assez important, nous voulions savoir si ce sexisme était plutôt perpétué par les hommes ou par les femmes. Et enfin, il s'agissait de recueillir les attentes des étudiantes vis-à-vis de ces sujets sociétaux. Alors, pour ce faire, on a adressé une enquête sociologique donc, de 32 questions
aux étudiantes des 4 écoles vétérinaires. Étudiantes, on est allé de la première année, donc qui sont les nouveaux post-bac, jusqu'aux AH, qui ne sont pas réellement des étudiantes, mais que nous avons inclus dans notre enquête sociologique. Donc aux étudiantes des 4 écoles vétérinaires françaises, avec plusieurs questions, hein, à la fois inspirées de questions de sondages standards d'entreprise, mais aussi réalisées, on va dire, un peu empiriquement en tant qu'étudiante veto, donc avec ma propre expérience et celle des étudiantes autour de moi. Donc il y avait plusieurs corps de questions, un corps de questions visant à établir un profil, donc l'âge, l'école, l'année d'études, et également la sensibilité des étudiantes au sexisme. Un autre corps de questions concernant le sexisme dans la vie étudiante, donc avec plusieurs, la présence, on a abordé les champs, la sexualité, le rapport au corps, les comportements genrés. Également donc ce qui touche à la vie scolaire, donc les cours, les supports, les travaux en groupe, les interactions avec les clients et les clientes et les interactions avec le personnel enseignant. Ensuite, les questions visant à déterminer la provenance genrée ou l'autoparticipation des étudiantes dans le sexisme, et également tout le corpus de questions ouvertes qui visait à recueillir les témoignages et les opinions des étudiantes. Alors, donc j'ai traité mes données ensuite par Excel, et avec ces données, on a pu créer 2 scores. Donc un score 1, dit de sensibilité et de sensibilisation au sexisme, qui a été réalisé à partir de 2 questions qui permettaient de classer les répondantes à 3 niveaux de sensibilité à ce sexisme-là. Et de la même manière, donc la détection au sexisme qui permettait de classer les répondantes en 3 catégories selon qu'elles percevaient du sexisme de manière forte, faible ou très fortement. Ensuite, un gros travail a été fait sur la lecture et le tri de tous les témoignages et de toutes les questions ouvertes. Alors du coup, concernant les résultats, nous avons eu 468 étudiantes qui ont répondu, soit 18% de retour. Avec des étudiantes qui représentent donc toutes les années. Donc ça c'est assez important aussi à dire. Les taux de retour augmentent légèrement avec l'année d'études, parce qu'il est vrai que ce sont souvent les étudiantes plus âgées ou ayant une plus grande expérience de la vie scolaire ou universitaire qui sont le plus réceptives à ces sujets. Ce qui correspond au même constat effectué par l'Observatoire étudiant dans l'une de leurs études. Donc ça collait à peu près. Toutes les écoles sont également représentées. Bon, après, on peut le voir ici, il y a une nette surreprésentation de l'école de Nantes, donc Oniris, qui s'explique assez simplement par le fait que c'était donc mon école d'origine et que l'information a dû y passer bien plus rapidement et massivement. Alors, concernant le score numéro 1, donc, qui était le score de sensibilité au sexisme, il a été réalisé avec 2 questions dont on peut voir les résultats ici. Donc la première question, vous considérez-vous engagé contre le sexisme? Et la deuxième, entreprenez-vous par vous-même des recherches visant à vous éduquer contre le sexisme ou entreprenez-vous des actions pour lutter contre celui-ci? Donc on peut voir que la majorité, donc 62,6% des étudiantes, se déclarent engagées contre le sexisme. Et 47,9% mènent des recherches ou des actions contre celui-ci. La voie d'information la plus citée était donc les réseaux sociaux via des comptes de créatrices de contenu féministes. Et l'action la plus citée contre le sexisme a été donc l'intervention et la tentative, je dis bien, d'éducation de son entourage proche. Bon, il est intéressant de noter, dans un premier lieu, qu'il y a une part non négligeable d'étudiantes qui ne savent pas si elles sont engagées contre le sexisme, et de même, une part d'étudiantes menant des recherches et des actions contre le sexisme ne se déclarent pourtant pas engagées. Ce qui a posé une question, qu'est-ce que l'engagement finalement? Est-ce qu'on a bien fait d'utiliser ce terme? Parce qu'il a posé visiblement problème. Et donc pourquoi il a posé problème? Alors, en effet, à l'origine, l'engagement est un concept pluriel, et à l'origine,
c'est un concept qui évoque le collectif, c'est l'engagement militaire, l'engagement religieux, l'engagement associatif. Pourtant, de plus en plus, l'engagement fait référence à quelque chose de plus près du ressenti, de l'état d'esprit dans un aspect beaucoup plus individuel, beaucoup plus privé. Les multiples facettes donc, que peut recouvrir la notion d'engagement peut expliquer la confusion des étudiantes à la réponse à ces questions. On peut également apporter d'autres éléments de réponse, car déjà il existe une différence entre être engagé et se revendiquer engagé. Le dernier ayant une conséquence sociale bien plus importante que le premier. Une personne peut alors avoir du mal à se revendiquer engagée pour plusieurs raisons, par manque d'attrait. En effet, historiquement, le féminisme, pardon, et de ce fait la féministe, a souvent été représenté négativement, hein, et cela peut continuer d'ailleurs de nos jours dans certains médias mainstream. Le sociotype en fait de la féministe représenté le plus souvent est celui de la militante. Or, on peut être engagé contre le sexisme sans pour autant militer. Et d'ailleurs, la figure de la militante ne représente pas l'ensemble de la figure de féminisme, et une individu pourrait ne pas s'identifier à la notion de collectif, voire communautaire, ainsi que la perte d'individualité que peut signifier le féminisme associatif, par exemple. Pour d'autres, ce sera un manque de légitimité. C'est ainsi que des femmes, enfin des étudiantes en l'occurrence, qui s'éduquent, qui mènent des actions contre le sexisme, considèrent pourtant qu'elles ne sont pas à la hauteur de ce que signifie pour elles un engagement. C'est ce qu'on appelle communément le syndrome de l'imposture, donc un sentiment d'illégitimité qui concerne souvent les femmes. Et d'une autre manière, c'est souvent celles et ceux qui sont le plus renseignés sur un sujet, qui sont donc les plus à même d'en déterminer l'ampleur, et de ce fait, qui se sentent plus humbles vis-à-vis de ce sujet. C'est ce qu'on appelle en sociologie donc l'effet Dunning-Kruger. En plus familier, moins on sait, plus on dit qu'on sait. Et l'inverse est vrai. Enfin, le milieu féministe devient de plus en plus exigeant, demandant souvent une rigueur inatteignable qui peut donner l'impression à une individu de ne pas remplir correctement le cahier des charges. Donc voilà, ça c'était concernant l'engagement. On va passer du coup au deuxième score qui était celui de détection de sexisme, qui est peut-être plus parlant. Donc les répondantes se répartissent comme suit hein, sur le graphique, ce qui montre qu'on a donc quand même 72,2% des répondantes qui détectent fortement à très fortement du sexisme. Les questions ouvertes permettent de déterminer quelles sont les formes sous lesquelles ce sexisme sévit. Alors en première position et de loin, ce sont les blagues et les remarques sexistes. Ensuite, on a les comportements sexistes tels que la discrimination, la différence de considération, donc le slut shaming et le body shaming. Et bien plus loin derrière, et heureusement en nombre, mais pas en importance bien sûr, viennent quelques témoignages de violences sexuelles. Là, on va faire une petite dichotomie sur les questions sur la vie étudiante. À présenter, je vous ai pris l'exemple des chants. Donc, on a interrogé les étudiantes sur leur avis sur ces chants, on va dire traditionnels, donc d'école. Donc, c'est un sujet qui divise, et je savais en posant la question que ça diviserait, avec notamment donc, une partie des étudiantes qui défendent ces chants hein, au nom des traditions, et d'autres qui les désapprouvent, avec par exemple cette étudiante que j'ai citée là, qui ne les chante pas et qui dénonce même le conditionnement social qui se joue dans le fait de chanter des injures sexistes. Et en effet, donc, pour 2 tiers d'entre elles, ces chants-là sont parfois ou systématiquement problématiques et sexistes. Pourtant, la majorité d'entre elles les chantent tout de même. Donc ça aussi, ça pose la question de si on trouve ça problématique, pourquoi les chanter? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une pression sociale qui s'exerce derrière tout ça? Alors, pardon. Alors on peut se demander du coup comment ces traditions, comme les chants par exemple, sont perpétuées.
En effet, n'importe quelle tradition, dont celle-ci et dont les traditions étudiantes, hein, sont souvent perpétuées par conformité, par imitation. La conformité, c'est la modification donc, de croyances ou de comportements par laquelle un individu répond à divers types de pressions d'un groupe. Heu, voilà, donc c'est donc la définition que je vous ai mis là. Hem, et c'est ainsi que donc des traditions, datant d'un temps où les écoles étaient exclusivement, masculines, peuvent, persister. Ouais, parce que forcément, avec 76 de femmes, si les traditions persistent, c'est qu'elles y participent, également. Donc, elles y participent, on peut, avancer l'hypothèse de, par conformité ou déférence. Les femmes seraient d'ailleurs plus touchées, par la conformité et notamment par la déférence, car elles imitent ou elles suivent le pas, de l'ordre masculin qui historiquement, sociétalement, socialement, a plus de pouvoir et de privilèges. Mais également parce que la singularité, la prise d'initiative, le leadership, on le sait, ce ne sont pas des comportements qui sont encouragés en priorité dans l'éducation genrée, chez elles. On retrouve d'ailleurs donc ce conformisme, avec les chants, parce qu'on on n'est pas forcément, d'accord, mais pourtant on les chante quand même. C'est ce type de raisonnement qui peut engendrer des tensions, internes, au sein, d'un ou d'une individu, qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est l'absence de logique entre ses idées, ses ressentis et son comportement. D'autres admettent d'ailleurs faire preuve de sexisme par conformité dans les questions ouvertes. C'est des étudiantes qui déclarent faire preuve à répétition de blagues sexistes lors de certaines situations où cela serait approuvé. Euh, D'ailleurs, l'humour est la forme de sexisme la plus retrouvée dans les témoignages, hein, c'est vraiment de loin. Et c'est également la forme du sexisme la plus difficile à détecter et ainsi à combattre. Car beaucoup n'y voient pas les conséquences systémiques que prend l'humour dans la consolidation et la persistance de stéréotypes sexistes. Et pourtant, et d'après les rapports pardon, du Haut Conseil à l'égalité, l'humour est cité comme le principal moteur et socle du sexisme. Et il participerait donc très fortement au continuum des violences sexistes et sexuelles. Donc là, j'ai rappelé l'impact de l'humour du Haut Conseil à l'égalité, donc ça renforce les stéréotypes, ça légitime les inégalités et les violences sexistes et sexuelles, ça consolide l'entre-soi masculin et ça dévaloriserait donc l'image que les femmes ont d'elles-mêmes à long terme. Bon, à court terme aussi d'ailleurs peut-être. Concernant la vie scolaire, il y a deux constats à faire. La moitié des étudiantes interrogées détectent du sexisme de la part du personnel. Bon, certainement plus enseignants d'après les témoignages, mais du personnel tout court. Donc là, il y en avait vraiment une multitude assez impressionnante, donc de remarques faites par le personnel enseignant, euh, dont j'ai mis deux exemples ici. Mais alors également, dans le contenu des cours et les supports, quand on interroge les étudiantes, beaucoup déclarent avoir trouvé du sexisme dans le contenu des cours et dans les supports de cours, notamment sous deux formes, donc la sexualisation des femmes dans le contenu des cours, avec par exemple de la nudité, ou elle cite l'absence de représentation ou d'écriture inclusive dans les supports de cours. Alors, euh, donc concernant la provenance du sexisme, ça c'était un autre gros corps de questions euh, qui pour moi a été très importante car c'est un des constats qui m'ont orienté vers cette thèse. C'est on est 76% de femmes, s'il y a du sexisme, ça ne peut pas venir que des hommes, hein, et cela se vérifie, donc les deux genres sont incriminés dans toutes les questions concernant la vie étudiante, et notamment le slut et le body shaming. Là où on a une différence genrée, c'est pour le personnel de l'école. Là, le sexisme venant du personnel de l'école serait genré au masculin. Mais bon, on peut quand même du coup finir par cette phrase qui est un milieu féminisé n'est donc pas synonyme d'un milieu féministe. Et ça, on sent à travers les témoignages que ce n'est pas encore intégré pour tout le monde et que cela peut faire rempart à la détection du sexisme et donc par la suite à son éradication. C'était un des arguments phares de la plupart des étudiantes dans les questions ouvertes. Ben non, il n'y a pas de sexisme, on est une majorité de femmes.
Donc l'idée que les femmes sont exemptes de sexisme, c'est d'ailleurs une des idées reçues, citées et développées en tant que telle dans un des rapports du Haut Conseil à l'égalité. Donc ça me paraissait important de déterminer tout ça. Euh, alors, concernant donc le corps de questions sur les opinions et les attentes, donc on a 64,7% des répondantes qui déclarent que leur environnement au sens large, hein, donc école, personnel, euh, euh, relations interétudiantes, etc., ne contribue pas ou pas suffisamment à l'évolution de ces sujets, donc plutôt une majorité. Je soulignerai la force de proposition des étudiantes qui ont vraiment eu beaucoup d'idées, et que s'il y a des projets à faire par la suite, aller chercher dans ces idées pourrait être très intéressante. Je ne citerai ici que les mesures les plus citées, parce que je vous dis, il y en a eu beaucoup, mais les plus citées, et avec de loin devant, c'est la sensibilisation du personnel enseignant, qui a priori serait souvent problématique. Il y a également une grosse demande de protocoles clairs et accessibles sur les violences sexistes et sexuelles, et après beaucoup de demandes de conférences ou de cours, enfin d'intégrer en tout cas, soit via des conférences, soit directement dans la maquette pédagogique, des cours sur la communication, euh, mais également sur des aspects plus techniques que pourrait relever la pratique au féminin. Bon. Je soulignerai également en dernier lieu l'importance de l'implication étudiante et des clubs étudiants de réflexion sociale. Donc, chaque école a un club dit féministe, qui ont été cités à de très nombreuses reprises positivement par les étudiantes. Donc, c'est intéressant à souligner. Euh, je parlerai du rôle des instances. Quand je parle des instances, je parle de nos administrations en premier lieu, enfin des administrations des écoles en tout cas. Pourquoi c'est important que les instances prennent parti et s'impliquent dans ces sujets-là? Tout simplement pour établir une relation de confiance et de soutien avec les étudiantes. On ne peut pas, sans communiquer à ce sujet, s'attendre à ce que les étudiantes puissent parler ouvertement de leurs expériences, et donc dans un objectif de libération de la parole. C'est d'ailleurs assez bien démontré en entreprise, en fonction en fait de la politique que va afficher une entreprise, donc une politique d'égalité ou de lutte active ou aucune politique concernant l'égalité, le sexisme va diminuer, le sexisme ressenti par les femmes en entreprise va diminuer très fortement, comme on peut le voir dans l'encadré que j'ai fait sur la droite. Donc ça a réellement un impact, et ça a une très grande importance. D'ailleurs, les écoles vétérinaires semblent en avoir conscience, car depuis peu, nous avons, en l'occurrence, je crois que dans les 4 écoles, c'est les référentes, donc je m'en tiendrai au féminin, des référentes à l'égalité entre les femmes et les hommes, et toutes les écoles ont signé des chartes à l'égalité. Des processus et des protocoles sont en cours concernant les protocoles de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et depuis la rentrée 2022, si je ne dis pas de bêtises, les 4 écoles ont des conférences obligatoires à destination des étudiants et étudiantes à la rentrée, concernant ces sujets-là. Bon, en conclusion et en perspective, bon, c'est indéniable, et de toute façon, on n'en doutait pas spécialement, il y a du sexisme dès l'école. Donc après, qu'il se perpétue dans la profession, il faudrait déjà donc s'intéresser à ce qui se passe en école. Ensuite, je dirais qu'une majorité d'étudiantes sont en demande vis-à-vis de leurs écoles, et c'est ce qui ressort de cette étude. Du coup, par la suite, ça on peut se poser la question des étudiants, hein. Moi, j'ai fait le choix de ne m'adresser qu'aux étudiantes pour leur laisser un espace de parole dédié. On peut se poser la question donc, des étudiants. Je ressouligne donc la force de proposition des étudiantes, qui peut servir de base de travail pour créer des outils, etc. Et on citera donc les mesures récentes mises en place par les administrations, qui démontrent quand même, qui donnent un peu d'espoir. Si on fait bien la communication
sur ces différentes mesures qu'elles ont mis en place, car effectivement, là, les questionnaires que j'ai remplis, personne ne me cite ces mesures mises en place par les administrations, ce qui démontre bien d'un problème de communication maintenant, hein, entre l'administration et les étudiantes. Après, bon, ça reste des mesures récentes, donc il s'agirait de faire un retour d'expérience dans quelques mois ou quelques années. euh, est-ce que les étudiantes sont bien au courant que les administrations mettent en place des procédés pour les protéger. Ensuite, bon, toutes les mesures récentes mises en place concernent donc les violences sexistes et sexuelles, ce qui est très bien et certainement très nécessaire. Ensuite, il s'agirait quand même aussi de se pencher sur ce sexisme plus insidieux et beaucoup plus répandu, d'après les réponses, qu'est le sexisme ordinaire. Donc je rajouterai en plus que c'est un premier travail, une première étude sur le sujet, donc assez préliminaire, que le sujet est vaste et que je pense que cette étude recueille des informations de base pour travailler par la suite. Enfin, il ne faut pas s'arrêter là, bien sûr. Notamment, par exemple, toutes les questions sur les voies d'éducation privilégiées des étudiantes permettraient aux administrations de connaître les voies de communication à privilégier pour avoir un réel impact et une réelle communication avec les étudiantes. Euh, de plus, donc, les témoignages sur leurs attentes regorgent d'idées et le succès démontré des clubs féministes a été souligné et sont donc pour moi à développer. Plusieurs étudiantes d'ailleurs m'ont contacté par la suite car elles voulaient prendre la suite sur d'autres thèses, hein, sur des sujets similaires et avaient peur que cela soit déjà traité ou de faire redondance par rapport à cette étude-là. Je pense qu'au contraire, cela peut servir de tremplin pour détailler ce que je n'ai que survolé par endroits, hein, notamment dans la recherche et la mise en place de solutions ou de création d'outils, mais même sur du sondage d'opinion qui peut être complètement déjà refait dans quelques temps, et de plus euh, plus précis, notamment sur les questions d'écriture inclusive, tout ça que je n'ai pas fait. Donc voilà, bien sûr, je n'ai pas pu tout détailler, et le plus intéressant dans cette étude restant pour moi, hein, de lire les témoignages des étudiantes que j'ai mis en verbatim à la fin de ma thèse, qui sont parlants d'eux-mêmes et que je ne pouvais pas tous présenter ici. Voilà. Et merci de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop courte ni trop longue.